Bonjour, Pierre, maître d'œuvre, Maison Pyromali. Aujourd'hui, je vous présente la villa de mes clients, Séverine et Fabrice, que vous voyez derrière moi. Au cours du projet de construction, cette villa s'est orientée vers l'autonomie énergétique. Nous avons construit cette maison sur un ancien hameau, une ancienne ruine datant de 300 ans. Dans cette vidéo, nous allons développer 4 thèmes sur l'autonomie énergétique, l'énergie solaire, la récupération des eaux pluviales, le chauffage au bois et la phytoépuration. C'est parti! Séverine, Fabrice, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous s'il vous plaît pourquoi vous avez choisi l'autonomie énergétique. On était parti au début vraiment pour avoir quelques panneaux solaires pour l'électricité. Et puis notre permis de construire a été refusé une première fois parce qu'Enedis refusait de nous raccorder. Donc ça a été un petit peu la douche froide et puis on s'est dit pourquoi pas être autonome en énergie totalement. C'est ce qu'on a fait, en tout cas pour l'électricité. Donc sur notre maison, on a un système de photovoltaïque et un système de batterie qui nous permet d'être autonome à 100% en électricité. On a également une phytoépuration pour les eaux usées, donc c'est un système de filtration avec des plantes uniquement. Ensuite, on a une chaudière à bois alimentée par le bois que l'on trouve sur place et un système de récupération des eaux pluviales. On a 45 mètres cubes que l'on filtre pour pouvoir l'utiliser dans toute la maison. Alors Fabrice, peux-tu nous expliquer pour la partie panneaux photovoltaïques comment cela fonctionne? Bien sûr Pierre. Comme disait Séverine tout à l'heure, le projet initial c'était vraiment de mettre quelques panneaux sur la toiture de la maison. Mais au fur et à mesure de l'avancée de la construction de la maison, on a pu nous s'intéresser au sujet du photovoltaïque, à lire certaines revues, à lire certains blogs sur internet et on s'est rendu compte en fait que le projet pouvait prendre une ampleur qui pourrait nous amener jusqu'à l'autonomie. Donc là on est sur un projet de 25 panneaux photovoltaïques avec 11 kg de production. Tous ces panneaux, grâce au soleil, produisent de l'électricité. Et ça je te propose d'aller maintenant dans la salle où il y a les batteries pour t'expliquer tout ça. Très bien, allons-y. Voilà Pierre, maintenant nous sommes dans la salle dédiée au photovoltaïque. On va rentrer. Donc pour reprendre un peu le système du photovoltaïque, tu as vu dehors qu'il y avait des panneaux. Ces panneaux en fait produisent grâce au soleil de l'énergie, du courant en fait. Ce sont des petites cellules qui se trouvent à l'intérieur du panneau qui, on va dire, s'excitent avec le soleil et cette excitation produit du courant continu. Ce courant continu arrive en fait dans ces deux appareils qui sont des contrôleurs de charge. Eux, c'est un peu des garde-fous. Quand le courant arrive comme ça en masse, ils sont là pour dire attention, toi tu vas dans telle batterie, toi tu vas dans telle batterie. On est vraiment sur le courant continu qui arrive dans les batteries. Là, devant vous, vous avez un parc de batteries de 36 kg de stockage. Ce sont des batteries gel qui ne demandent aucun entretien. Par contre, ce qui est conseillé avec ces batteries gel, c'est de ne pas descendre la charge en dessous de 50%. Donc effectivement, en réel, on a 18 kg de stockage. 18 kg, ça représente à peu près 3-4 jours d'utilisation dans une maison comme la nôtre. Le courant continu ne peut pas être utilisé directement dans la maison. Vous savez que tous les appareils électroménagers marchent en courant alternatif. Donc là, ici, en plus des contrôleurs de charge, nous avons rajouté ces appareils qui sont des, on va dire, des onduleurs chargeurs. Ceux-là prennent le courant en fait continu des batteries et le transforment en courant alternatif. Et bien sûr, comme un système de branchement traditionnel d'une maison, ce courant alternatif qui sort des onduleurs chargeurs sont branchés directement sur le compteur électrique qui alimente la totalité de la maison. Fabrice, merci pour les explications sur la partie électrique. Maintenant, nous allons parler de la récupération des eaux pluviales. Moi, en tant que maître d'œuvre, j'ai prévu la récupération de l'eau de toutes les toitures intégrées à un réseau dans le vide sanitaire qui arrive sur une vessie pluviale d'environ 25 000 litres. Et cette eau pluviale est donc filtrée pour être renvoyée dans la maison. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Bien sûr. L'eau des toitures justement est récupérée dans cette vessie là. Vous avez une vessie de 20 000 litres, 20 mètres cubes. Donc cette eau qui se trouve dans la vessie est aspirée par un surpresseur justement qui va amener l'eau dans toute la maison. Cette eau qui sort du surpresseur passe par deux systèmes de filtration. Un premier système, on va dire une filtration mécanique avec des cartouches à l'intérieur qui ont une filtration de 80 à 5
microns. Ensuite, une fois sortie de cette filtration mécanique, l'eau passe, on va dire, dans un système, le système amylo, un système qui va redynamiser, qui va vitaliser l'eau. Une fois que l'eau est justement sortie de ce système de filtration, elle arrive dans un vortex. Alors le vortex, il faut imaginer quand vous êtes en vacances à la montagne, vous êtes à côté d'un torrent, l'eau a toujours tendance à avoir de la turbidité quand elle passe un peu entre des pierres. Ben là, c'est pareil, si vous vous approchez du vortex, vous vous rendez compte qu'il a une sorte de tourbillon à la fin. C'est ce passage dans ce tourbillon justement qui vitalise, qui dynamise l'eau. Et une fois sorti de ce vortex, l'eau est répartie en fait dans tous les robinets de la maison. Ici, nous sommes sur le poste phytoépuration qui récupère toutes les eaux usées de la maison et qui se situe en contrebas de la villa. Alors pourquoi ne pas avoir choisi la microstation? C'est vrai qu'on aurait pu avoir le choix, mais quand on parle de maisons autonomes, de maisons écologiques, on essaie justement de tout garder dans sa bulle, on va dire. L'eau qui arrive de la maison, ce que tu disais, les eaux usées, oui, ça aurait été très simple de les verser dans le tout à l'égout ou de les mettre dans une fosse septique. On a préféré, nous, opter pour une phytoépuration qui est beaucoup plus écologique déjà. Donc le principe, c'est vraiment les eaux usées de la maison qui arrivent dans ce premier bac. Alors actuellement, les phragmites sont en train de pousser. Les phragmites, ce sont des plantes en fait qui ont la capacité de dégrader la matière organique. Donc ce premier bassin justement décompose la matière organique. Une fois que cette matière organique a été décomposée, toutes les eaux des eaux usées s'infiltrent dans le fond du bac et se retrouvent dans un deuxième bac qui se trouve ici. Ça, par contre, c'est un bac qui est enterré, c'est pas visible. À l'intérieur de ce bac, il y a énormément de graviers de différentes granulométries. L'eau s'infiltre à travers ces graviers et est filtrée encore plus pour se retrouver après à l'état naturel dans le terrain. Voilà, c'est ce qu'on appelle la phytoépuration. C'est vraiment une épuration des eaux usées grâce aux plantes. Et Fabrice, est-ce qu'on peut parler d'odeur désagréable puisque ça se situe dans le jardin? Pas du tout, non. Voilà. On a été agréablement surpris, on s'attendait quand même à avoir quelques petites odeurs, mais non, pas du tout. C'est quelque chose de très sain, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'il advient de ces plantes qui poussent dans le bac de phytoépuration? Alors, ces plantes sont importantes parce que, alors là, c'est la première année que la phytoépuration a été installée. L'année prochaine, les phragmites, donc les plantes qui vraiment décomposent la matière organique, pousseront jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, auront une action de dégradation beaucoup plus importante. Une fois dans l'année, en hiver, il est conseillé de passer un coup de débroussailleuse ou de faucher justement ces plantes, de les retirer pour que l'année prochaine, elles puissent repartir. Donc il y a vraiment une phytoépuration, contrairement à une fosse septique, il n'y a pas d'entretien. Il y a uniquement à faucher une fois par an les plantes qui dépassent du bac. Donc on peut parler d'économie sur ce poste? Ah oui, bien sûr. D'accord. Ça Donc ne coûte pas très cher. si on compare à une microstation traditionnelle installée équivalent habitant 5 à 6, ce qui est le cas ici, on est quasiment à des prix similaires. Alors, on est à des prix similaires. Ça nous a étonné d'ailleurs, on pensait que la phytoépuration, nous on avait des idées peut-être reçues, allait être beaucoup plus chère qu'une fosse septique, mais pas du tout. On a payé exactement le même prix, nous sommes sur 6 équivalents habitants, on a payé exactement le même prix qu'une fosse septique traditionnelle. Donc on s'est dit, autant mettre l'accent sur l'écologie et le côté environnemental. Très bien. Alors maintenant, nous allons passer sur la partie chauffage. Ouais. Allez, je t'amène, il faut remonter sur la maison. Très bien, sur merci. La maison. Alors ici, Fabrice, nous arrivons sur la partie chauffage au bois. Donc nous avons une chaudière et 2 ballons. Alors est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert ce système? Bien sûr. Donc comme tu as vu Pierre, on a, on va dire, les ressources en bois disponibles sur le terrain. Donc on a opté pour une chaudière bois. Donc la chaudière bois, en fait, c'est pour moi la partie la plus intéressante de tout le système d'autonomie parce que c'est assez complexe, mais tu verras, après peut-être après l'explication, ça te paraîtra beaucoup plus simple. Donc on a une chaudière bois traditionnelle, tu vois, à l'intérieur de laquelle on met du bois. On remplit cette chaudière en bois. Cette chaudière a la capacité de monter très haut en température. Cette chaudière, son but, c'est de chauffer l'eau qui se trouve à l'intérieur du premier ballon tampon. Ce ballon tampon, on va dire, sera destiné à alimenter en eau chaude tous les chauffages de la maison. Celui-ci peut monter jusqu'à 80-85 degrés et peut avoir, en cette mi-saison, une autonomie d'une semaine. Pour te donner un exemple bien précis, j'ai chargé la chaudière parce que le temps était un peu nuageux. Je l'ai chauffé avec une fournée de bois et on est, depuis 3 jours, encore à 90% de chaleur sur le ballon tampon. Donc ce ballon tampon, en fait, lui, c'est les chauffages de la maison. Et ensuite, à côté, tu as le ballon d'eau chaude sanitaire. Celui-ci, ça sera l'eau chaude de ta maison, dans la cuisine, la salle de bain. Celui-ci a une capacité de 200 litres, celui-ci 2000 litres, c'est vraiment autre chose. Et c'est ce ballon tampon, en fait, qui vient
alimenter celui-ci et réchauffer l'eau qui se trouve dans ce ballon d'eau chaude sanitaire. Alors en été, je suppose que vous n'allumez pas la chaudière, donc Alors, vous avez opté exactement. pour un système de panneaux solaires. On a mis un complément en fait. C'est le panneau solaire qui se trouve à l'extérieur. Tu vois, on a opté pour un panneau solaire. Lui, c'est un panneau solaire thermique. À la mi-saison, pour nous éviter justement de lancer une cheminée, en fait, une chaudière, on a opté pour ce panneau solaire thermique. Celui-ci chauffe une partie de l'eau chaude sanitaire. Et pour la mi-saison, quand en été, vous avez de l'eau qui monte jusqu'à 46-48 degrés, c'est largement suffisant. Voilà. Par contre, effectivement, quand à la mi-saison, là, nous sommes au mois de septembre, le soleil de temps en temps est un peu couvert. En complément de ce panneau solaire thermique, on peut allumer la chaudière justement pour maintenir la température de l'eau qui se trouve dans le ballon d'eau chaude sanitaire. Très bien, merci beaucoup. Alors Fabrice vient de nous parler de notre système de chauffage, mais c'est vrai qu'avoir un système de chauffage conséquent comme on a, sans avoir une isolation importante de la maison, c'est un petit peu de la perte d'énergie. Et nous, on voulait également avoir une isolation importante pour bénéficier d'un confort d'été et sans utiliser la climatisation qui n'est pas écologique. Et donc on voulait une isolation qui soit conséquente et écologique, et c'est là qu'on a fait appel à toi pour ton expertise. Oui, alors en fait, mon travail de maître d'œuvre consiste, entre autres, à veiller à ce que la maison soit bien conçue. Donc à contrôler tous les artisans, leurs postes, leurs ouvrages, parce que l'erreur est humaine, on peut se tromper. Donc le maître d'œuvre en fait est là pour orienter le client et surtout pour contrôler les ouvrages les uns après les autres pour que l'on puisse arriver à de bons résultats. Donc ici, notamment dans le cas de cette villa, nous avons une isolation très performante. Nous avons de la laine de bois d'une épaisseur de 18 cm en doublage des murs extérieurs qui sont en briques. Nous avons de la ouate de cellulose dans les combles sur une hauteur de 45 cm, donc ça permet des déphasages très corrects avec des coefficients thermiques R très intéressants. Mon travail consiste également à veiller à ce qu'il n'y ait pas de pont thermique, voilà, entre autres. Sans parler non plus de la conception du bâti qui est quand même très intéressant. Alors en fait, cela revient à dire que mon métier de maître d'œuvre consiste à vous conseiller et à mener à bon terme le projet afin de l'optimiser à tout point de vue et vous donner une entière satisfaction. Et j'espère que vous l'êtes. Je voudrais juste rajouter, pour conclure tout ça, qu'au-delà de l'aspect technique qu'on vous a présenté et du temps que ça a pris et de notre satisfaction du travail de Pierre, il y a aussi toute un peu la philosophie et l'éthique du projet derrière tout ça. Ça nous paraissait quand même très important à l'époque que l'on connaît, avec l'incertitude du futur, avec une électricité qui est quand même assez difficile à produire, de pouvoir proposer à nos enfants un endroit en fait un petit peu retiré du monde et autonome dans lequel ils pourront vivre sans avoir besoin des structures extérieures, sans avoir besoin qu'on leur produise de l'électricité. Et c'est vrai que cette maison, c'est vraiment le projet d'une vie, voilà, surtout en pensant à nos enfants. Et moi, je voudrais juste rajouter en disant aux gens qui aimeraient se lancer justement dans une maison autonome, alors là, vous avez vu un projet d'autonomie quasi totale. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer justement dans la totalité du premier coup. Ce qu'il faut quand on parle de transition écologique, c'est d'y aller peut-être petit à petit et de se lancer peut-être avec du photovoltaïque, de réfléchir à un système de chauffage indépendant comme le thermique, c'est pas mal le solaire thermique, et essayer petit à petit de mettre en place des idées, des solutions pour avancer vers le mieux. On ne peut pas être irréprochable à 100%, on essaie de faire notre part, comme le colibri. C'est vrai qu'actuellement, on fait aussi la part de l'autre, mais justement, il n'est pas difficile de mettre en place des solutions pour arriver à un mieux.